Nous nous rapprochons de plus en plus d'une intervention militaire, une attaque totale des États-Unis contre le Venezuela. Les dirigeants vénézuéliens s'y préparent désormais. Il y a déjà quelque temps, l'armée a reçu l'ordre de se tenir prête, et Nicolás Maduro a maintenant déclaré qu'il proclamerait immédiatement l'état d'urgence si son pays était attaqué. Cela lui donnerait aussitôt davantage de pouvoir exécutif pour faire face à une telle situation. Et ce n'est pas simplement M. Maduro qui s'imagine des choses, c'est une préoccupation bien réelle pour de nombreuses personnes aux États-Unis, puisqu'il y a désormais plus de 6500 militaires déployés dans les Caraïbes. Et pour être clair, nous parlons bien du Venezuela, qui se trouve juste ici, donc pas très loin des côtes américaines. Et c'est un scénario avec lequel les États-Unis jouent depuis longtemps. Le gouvernement de M. Maduro est vraiment une épine dans le pied de Trump et du gouvernement américain en ce qui concerne l'organisation de l'hémisphère. Permettez-moi de préciser ici que nous savons désormais, vous vous souvenez peut-être de cette photo, qu'en 2019, les États-Unis ont décidé de reconnaître un autre dirigeant du Venezuela. M. Guaido, que vous voyez ici sur la photo, a même été invité à la Maison-Blanche en tant que chef de l'opposition. À l'époque, M. Guaido était le président du Parlement vénézuélien. Et l'administration Trump a décidé de ne plus reconnaître la direction de M. Maduro et de reconnaître à la place M. Guaido. Guaido entend la déclaration du 23 janvier 2019, lorsque M. Trump, alors dans son premier mandat, a dit « Aujourd'hui, je reconnais officiellement le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, comme président intérimaire du Venezuela, dans son rôle de seule branche légitime du gouvernement, dûment élu par le peuple vénézuélien. » C'était donc le plan de jeu en 2019. Et il a ensuite été soutenu par de nombreux efforts pour forcer M. Maduro à quitter le pouvoir, en soutenant M. Guaido de manière assez désespérée, dans l'espoir qu'à l'intérieur du Venezuela, il y aurait alors suffisamment d'élan pour le pousser dehors. Il y avait des flux migratoires en provenance du Venezuela. Le Venezuela était alors soumis à des sanctions économiques très strictes. Elles le sont toujours, mais les sanctions étaient vraiment très dures en 2019 et 2020, au point que la population manquait de produits de première nécessité, même de denrées alimentaires. Un véritable mouvement de protestation avait été organisé et des biens humanitaires arrivaient de Colombie vers le Venezuela, avec M. Guaido comme l'un des principaux leaders à l'intérieur du pays, défendant la réception de cette aide et tout ce qui était nécessaire pour favoriser ce moment de changement de régime. Cependant, cet effort s'est ensuite essoufflé et n'a pas abouti. Aujourd'hui, la situation est légèrement différente, car le Venezuela a de nouveau organisé des élections présidentielles, et c'est encore M. Maduro qui les a remportées. Du moins, c'est ce que nous dit la Commission électorale vénézuélienne. Electoral Commission is telling us the United States at the moment is taking the position that Les États-Unis, à l'heure actuelle, adoptent la position selon laquelle M. Maduro est à nouveau illégitime et que cette élection a en réalité été remportée par l'opposition et que même les commissions électorales américaines certifient que c'est officiellement l'opposition qui a gagné. Les États-Unis, bien sûr, ne reconnaissent que ce qu'ils veulent reconnaître. Et ainsi, une fois de plus, M. Trump, lors de son second mandat, affirme que M. Maduro n'est pas le président légitime du Venezuela. Pourquoi cela importe-t-il? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais nous assistons actuellement, selon moi, aux préparatifs de la seconde partie de ce qui a commencé en 2019 sous le premier mandat de Trump. Entre-temps, nous avons également appris que les préparatifs d'intervention au Venezuela sous le premier mandat de Trump étaient allés très loin. Ceci est un bref compte-rendu des mémoires de l'ancien ministre de la Défense, M. Mark Esper.
Je vais simplement lire quelques extraits de ceci. L'administration Trump a ouvertement envisagé une invasion militaire du Venezuela, allant jusqu'à discuter du complot avec des membres de l'opposition, comme l'a révélé l'ancien secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, dans ses mémoires récemment publiés. Ces mémoires sont parues en 2022, donc les informations que nous lisons ici ont déjà 3 ans. Ce livre d'Esper est désormais bien connu. Et les plans qui avaient été élaborés pour prendre le contrôle du Venezuela ou pour attaquer le Venezuela et provoquer un changement de régime sont aujourd'hui largement connus. Lisons un peu plus de ce que M. Esper nous raconte. Let's read a little bit more what Mr. Esper tells us. Esper, who served as Secretary of Defense from July... Esper, qui a été secrétaire à la Défense de juillet 2019 à novembre 2020, a écrit dans son livre A Sacred Oath au sujet d'une réunion à la Maison-Blanche le 5 février 2020 entre des responsables de la Maison-Blanche, dont l'ancien président américain Donald Trump, et des figures de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, Julio Borges et Carlos Vecchio. 1 an plus tôt, Trump avait reconnu Guaido comme président intérimaire du Venezuela dans le cadre d'un effort visant à évincer M. Maduro. Esper écrit qu'en se basant sur la réponse de Guaido lors de la réunion, il a conclu que l'opposition était prête à accepter le soutien des États-Unis pour une invasion du Venezuela depuis la Colombie, en utilisant des mercenaires formés par les Américains. Mais que le chef de l'opposition était davantage intéressé par une invasion directe du Venezuela par des troupes américaines. Ils allaient donc vraiment très loin en 2019, planifiant déjà comment une invasion du Venezuela pourrait être menée. C'est révélateur, bien sûr, car en ce moment, nous lisons à nouveau des articles sur des réunions aux États-Unis entre des responsables américains et des forces d'opposition. Il y a un article du New York Times qui vient de paraître aujourd'hui ou hier, intitulé « Les principaux conseillers de Trump poussent à évincer Maduro du pouvoir au Venezuela ». Un mouvement d'opposition dont les membres ont rencontré des responsables américains affirme qu'ils communiquent avec Washington sur des plans visant à démanteler la structure criminelle de Nicolás Maduro. Nous sommes donc de retour en 2019. Nous sommes de retour à la Maison-Blanche, en train de planifier secrètement avec certaines figures de l'opposition vénézuélienne. Beaucoup de leurs opposants se trouvent en dehors du Venezuela, bien sûr, et les États-Unis planifient désormais avec eux la meilleure façon de mener cette opération de changement de régime. Officiellement, bien entendu, cela n'est pas présenté comme une telle opération. Officiellement, M. Trump et son équipe nous assurent qu'il s'agit d'une opération anti-drogue. Voici quelques extraits de cet article intéressant. Parce que les responsables de l'administration affirment que M. Maduro est à la tête du réseau de cartels du Venezuela, ils peuvent soutenir que le renverser est en fin de compte une opération de lutte contre les stupéfiants. Alors, mesdames et messieurs, ne vous emballez pas. Cela n'a rien à voir avec une intervention des États-Unis dans les processus politiques internes d'un pays voisin. Il s'agit en réalité uniquement de stupéfiants. M. Rubio et le secrétaire d'État citent à plusieurs reprises l'acte d'accusation de 2020 du ministère de la Justice contre Maduro et d'autres responsables vénézuéliens pour trafic de drogue. Rubio a récemment décrit M. Maduro comme un fugitif de la justice américaine et le chef d'une organisation terroriste et criminelle organisée qui a pris le contrôle d'un pays. Cela rappelle donc aussi fortement d'autres approches américaines, encore plus anciennes que la première administration Trump. Tenez, regardez. Où est-ce? Celle-ci, la fameuse opération Just Cause en 1989, lorsque les États-Unis sont intervenus au Panama pour destituer le dirigeant de l'époque, Manuel Noriega, un informateur de la CIA, un agent de la CIA américaine qui était l'un des chefs de l'armée panaméenne, mais qui a fini par devenir incontrôlable, en gros,
et à faire des choses que les États-Unis ne voulaient pas voir. Par conséquent, ils ont décidé d'attaquer et de l'évincer, et l'ont même amené aux États-Unis, où il a ensuite été emprisonné pendant de très nombreuses années en tant que baron de la drogue, trafiquant de drogue. Donc utiliser la drogue comme prétexte pour intervenir en Amérique du Sud et en Amérique centrale n'a rien de nouveau. Cela fait partie d'une vieille tradition, si l'on veut le dire ainsi. This has good old tradition, if we want to put it in those terms, and it seems that this playbook is now being warmed up again. Et il semble que ce scénario soit à nouveau remis en route, ou que ce récit soit à nouveau ravivé, afin de servir le plan qui avait été lancé précédemment, plus tôt en 2019, évincer Maduro du pouvoir et installer quelqu'un qui serait alors beaucoup plus disposé à collaborer étroitement avec les États-Unis, à céder les droits pétroliers et les droits de forage, et probablement aussi les droits sur les terres rares aux États-Unis. Ce serait évidemment un gouvernement que les États-Unis aimeraient voir au pouvoir. Donc pour l'instant, nous sommes dans ce petit jeu où l'administration américaine nous dit que tout ce qu'elle veut, c'est lutter contre le trafic de stupéfiants. Et cela devient vraiment étrange, parce qu'en fait, cet article aussi, vers la fin, dit très clairement, regardez, selon les Nations Unies, le produit de base dans... Excusez-moi, je vais recommencer. Les Nations Unies affirment que la majeure partie de la coca, la matière première de la cocaïne, provient de Colombie et dans une moindre mesure du Pérou et de la Bolivie. Bien qu'une partie de la cocaïne quitte l'Amérique du Sud via le Venezuela, ce pays n'est pas une source principale de drogue à destination des États-Unis, selon un rapport de la DEA de 2020. De plus, la crise actuelle du fentanyl aux États-Unis n'est pas causée par le Venezuela. Il n'est pas produit au Venezuela. La plupart du fentanyl est fabriqué au Mexique, avec des ingrédients qui, selon les États-Unis, proviennent de Chine. Donc en gros, les États-Unis ont toutes les raisons de blâmer tout le monde autour d'eux pour une crise de la drogue qu'ils ont eux-mêmes créée. Et au lieu d'essayer d'aider les personnes qui commencent à consommer des drogues parce que leur vie est misérable, les États-Unis disent maintenant « Non, 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 nous n'allons pas cibler la demande. Nous allons cibler l'offre. » Et nous ciblons l'offre avec la force létale, car je n'ai probablement pas besoin de vous rappeler que les États-Unis ont déjà attaqué 3 navires civils dans les Caraïbes, que l'administration Trump accusait d'être des trafiquants de drogue, et les ont simplement fait exploser. 17 civils sont déjà morts dans cette guerre contre la drogue, et nous ne savons évidemment pas si ces personnes faisaient réellement de la contrebande de drogue. Nous devons simplement prendre pour argent comptant la parole de l'administration américaine, selon les rapports des services de renseignement, comme étant la vérité. Parce qu'est-ce qu'il est déjà arrivé que le gouvernement américain dise une contre-vérité? Est-ce qu'il est déjà arrivé que les États-Unis mentent sur une raison d'entrer en guerre contre un autre pays? Non, bien sûr que non. Cela n'est jamais arrivé auparavant. No, of course not. It has never happened before. Hence, also this time it must be true. Donc, cette fois encore, cela doit être vrai. Et si vous croyez cela, alors j'ai un pont encore plus grand à vous vendre. Peut-être un dans le golfe du Tonkin, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans ce petit jeu de justification. Ce jeu de justification très superficiel et vraiment facile à percer, qui consiste à construire des arguments pour une intervention militaire directe, cette fois au Venezuela. Ce qu'il en sera exactement, il est encore difficile de le prédire, mais nous voyons que le scénario entamé en 2019 se poursuit. L'article du New York Times nous dit que lors de l'élection de l'année dernière, environ 70% de la population a voté pour M. González, le rival de M. Maduro lors de ces élections, selon les décomptes papier des machines à voter recueillis par l'opposition. Le Carter Center, un organisme indépendant de surveillance des élections, a jugé que le décompte de l'opposition était exact, mais l'armée vénézuélienne est restée loyale à M. Maduro,
malgré des années de salaires maigres et de répression politique. Ainsi, le New York Times nous informe que selon un institut de surveillance indépendant portant le nom d'un président américain, M. Maduro est considéré comme illégitime. Par conséquent, les États-Unis ont désormais une justification pour agir comme ils le font. Et bien sûr, ils ont déjà augmenté la prime sur la tête de M. Maduro à 50 millions de dollars américains. Ainsi, l'administration Trump actuelle fait tout son possible pour faire passer M. Maduro pour un criminel et un dirigeant illégitime du Venezuela, affirmant qu'il doit être traduit en justice aux États-Unis. Et en réalité, cette rhétorique est assez virulente. M. Rubio le dit d'ailleurs. Rubio affirme « Maduro n'est pas le dirigeant légitime du Venezuela. C'est un fugitif de la justice américaine qui menace la sécurité régionale et empoisonne les Américains, et nous voulons le voir traduit en justice. » Désolé, c'est en fait Tommy Pigott, le porte-parole adjoint du département d'État, qui a déclaré cela lorsqu'on lui a demandé de commenter pour cet article. Ce n'était pas M. Rubio, mais M. Pigott. Mais l'idée est la même, n'est-ce pas? Le département d'État soutient qu'il ne s'agit que d'un criminel ordinaire. Par conséquent, il n'y a pas d'immunité diplomatique. Par conséquent, il n'y a absolument aucune nécessité d'adopter la moindre forme de courtoisie. Il n'est même pas un dirigeant politique. Ainsi, tout ce qui va suivre trouve sa justification dans le système judiciaire américain. Tout ce que le système judiciaire américain déclare à propos d'un dirigeant d'un pays étranger devient alors la réalité, et la loi américaine devient en quelque sorte la loi mondiale. Et pour bien enfoncer le clou, comme si nous étions revenus en 2019, nous avons aussi ce petit extrait dans l'article du New York Times sur le capitalisme. Pedro Uruchurtu, conseiller de Mme Machado, l'une des leaders de l'opposition au Venezuela, a déclaré lors d'un entretien que l'opposition avait élaboré un plan pour les 100 premières heures après l'éviction de M. Maduro, qui impliquerait un transfert de pouvoir à Edmundo González, candidat à la présidence face à M. Maduro l'an dernier. Des observateurs indépendants ont déclaré que l'élection avait été entachée de fraude et que M. González, qui a depuis été exilé en Espagne, en était le véritable vainqueur. Donc, encore une fois, nous avons ces réunions à la Maison-Blanche. Nous avons des discussions avec l'opposition vénézuélienne. Peu importe que ces personnes ne soient pas non plus élues. Peu importe qu'elles aient aussi leurs propres élections. Elles ne prétendent pas représenter l'ensemble de la population vénézuélienne. Tout cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est que les États-Unis ont leur propre voix et leur propre contact au Venezuela et préparent désormais des plans pour l'après, quoi qu'il advienne ensuite. Ce qui soulève bien sûr la question, que pourrait-il se passer ensuite? La dernière fois, ils ont tenté une sorte de soulèvement indigène contre M. Maduro, qui n'était pas assez fort et n'a pas abouti. Entre-temps, nous avons également vu comment l'administration Trump a appris à ne même plus s'embarrasser de telles mascarades d'opérations de changement de régime et comment elle a donné son feu vert à plusieurs manifestations et même à des frappes de décapitation contre des factions qu'elle accuse d'être criminelles. Nous avons vu comment les Israéliens ont reçu le feu vert pour bombarder les dirigeants du Hezbollah au Liban, comment une frappe de décapitation a également été tentée contre l'Iran, tuant de nombreux scientifiques de haut rang et visant même des dirigeants politiques et militaires iraniens. Nous avons vu comment les États-Unis ont donné leur feu vert à l'assassinat de négociateurs du Hamas au Qatar. Ainsi, la volonté des États-Unis d'utiliser la force brute pour éliminer physiquement des personnes qu'ils n'apprécient pas est désormais bien plus évidente qu'auparavant. Et je tiens à dire ici qu'il est tout à fait concevable que les États-Unis puissent également cibler M. Maduro et tenter, peut-être même sous prétexte de négociation et de diplomatie, de l'attirer dans un endroit où il saurait comment l'attaquer
et ensuite l'éliminer. Car une fois la personne physiquement disparue, il ne resterait plus d'autre choix qu'une forme de nouveau leadership. La question qui se pose alors, pour les Américains bien sûr, est de savoir si cette nouvelle direction serait davantage encline à réellement collaborer avec les États-Unis. Il me semble, du moins pour l'instant, qu'au Venezuela, les structures de direction actuelles, le gouvernement lui-même et l'appareil d'État, sont probablement suffisamment solides pour se maintenir. D'autant plus qu'il existe une force militaire relativement importante et un appareil militaire qui, bien entendu, entrerait en action en cas d'attaque contre la direction politique. Ainsi, les États-Unis sont toujours confrontés à ce problème. Comment éliminer Maduro et obtenir le changement je veux dire, remettre l'État et les institutions étatiques à des figures politiques qui seraient alors plus enclines à collaborer avec les États-Unis. C'est pourquoi ils doivent réellement dialoguer avec ces figures de l'opposition afin de comprendre s'il existe une chance que quelqu'un prenne le pouvoir et soit alors significativement différent. Car sinon, on se retrouve simplement avec la prochaine génération, le prochain Maduro. Et c'est aussi quelque chose que la Maison-Blanche ne voudrait certainement pas voir. Et nous savons également qu'avec les quelques 6500 militaires actuellement déployés devant le Venezuela et dans les Caraïbes, il est impossible de mener une invasion. Il faudrait bien plus de troupes pour cela. Mais avec la technologie moderne des drones et les systèmes de missiles dont disposait l'administration Trump, il serait bien sûr possible de tenter de mener des attaques directement contre la direction, par exemple. Ou bien, les États-Unis pourraient essayer de détruire systématiquement les infrastructures économiques, en particulier le peu qu'il reste de l'industrie pétrolière du Venezuela après les sanctions, et provoquer encore plus de dévastation économique, sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue. On pourrait aussi imaginer que les États-Unis commencent simplement à bombarder plusieurs endroits au Venezuela aujourd'hui, pratiquement à leur guise, afin de faire pression sur l'ensemble de la population pour qu'elle se soulève contre M. Maduro, et bien sûr, en prenant en quelque sorte le peuple vénézuélien en otage. C'est probablement aussi une idée qui traverserait l'esprit de ces fanatiques. Pour l'instant, il est difficile de savoir où cela va mener. Nous avons tout de même une lueur d'espoir, à savoir que tout le monde au sein de l'administration Trump n'est pas du même avis. C'est bien sûr ce à quoi on pouvait s'attendre, notamment de la part du mouvement America First, mais aussi de la frange « Pas une guerre éternelle de plus » parmi ses partisans et au sein de son cabinet. Nous n'avons rien lu de Tulsi Gabbard, la chef du renseignement, et nous savons, grâce au New York Times, que certains responsables s'opposent à toutes ces options militaires. Certains hauts responsables américains, notamment Richard Grenell, l'envoyé de M. Trump au Venezuela, et le directeur du Kennedy Center, estiment que toute tentative de renverser M. Maduro par la force serait une erreur. Ces responsables soutiennent qu'élargir la campagne contre le Venezuela à une opération de changement de régime risquerait d'entraîner les États-Unis dans une guerre prolongée, du type même que M. Trump avait promis d'éviter. M. Grenell et ses partisans affirment que les négociations diplomatiques sont le meilleur moyen de protéger les intérêts économiques américains au Venezuela. Voilà donc une lueur d'espoir. Cependant, M. Grenell, étant manifestement membre du département d'État et de la branche diplomatique de l'administration américaine, serait naturellement enclin à soutenir qu'il faut tout faire par la diplomatie et non par la force militaire. Tandis que Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, et toute l'obsession de M. Trump pour l'utilisation de la guerre et de l'armée comme moyen d'instaurer la paix par la force. Ce groupe-là, le groupe néoconservateur et les partisans obsessionnels de la force militaire, poussent actuellement clairement dans la direction d'exercer de plus en plus de pression sur le Venezuela par des moyens militaires.
car il considère ces tactiques d'intimidation comme quelque chose qui fonctionnera infailliblement. Le fait qu'il y ait maintenant ces négociations ou discussions avec les dirigeants de l'opposition est également très inquiétant. Et M. Maduro, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, a même envoyé une lettre aux États-Unis disant qu'il était prêt à engager une démarche diplomatique. Mais cette lettre a été ignorée et l'administration américaine n'essaie actuellement pas d'emprunter la voie diplomatique avec M. Maduro. Il semble que la décision selon laquelle Maduro doit partir ait été prise, et actuellement il y a tout ce discours pour justifier cela en parlant d'une opération policière contre un cartel de la drogue. Voilà où nous en sommes. J'espère vraiment qu'une attaque n'aura pas lieu, mais je crains que nous soyons assez proches de ce scénario. We are pretty close from that scenario.